Alors, Ce qu'il y eh a. bien, bonjour à tous. Bonjour pour cette troisième session XLR de l'équipe son. Je pense qu'il y en a déjà qui ont déjà participé, qui savent un peu comment ça se passe. On va commencer par se présenter avec Sophie. Le temps que vous prépariez vos questions, que vous nous pouvez poser vos questions sur le chat. Vous pouvez aussi lever la main. On verra au fur et à mesure. On vous donnera la parole au fur et à mesure pour poser vos questions ou pour intervenir. Moi, je m'appelle Outko Insel. Je suis ingé son depuis 5-6 ans. J'ai commencé en tant que perchman pendant une bonne dizaine d'années. En passant par j'ai eu une formation pas du tout technique, une formation à la fac de cinéma. Et je me suis orienté vers le son et j'ai eu une formation via DCA pendant 2 ans, en travaillant un peu plus de 2 ans à DCA, qui m'a fait ma formation technique. Et ensuite, j'ai travaillé sur essentiellement de la fiction, en faisant un petit peu aussi d'autres petits euh, travaux différents, du documentaire, un peu pas de broadcast, mais de comment on appelle ça, des petits trucs télé là, voilà. Excusez-moi. Mais j'ai surtout fait de la fiction télé, cinéma. Et puis, chemin faisant, j'ai fait un premier long métrage au casque. Et puis, pendant 2-3 ans, j'ai un peu fait les deux, casque, ingé son et perchman. Et puis, depuis 5 ans, je ne suis plus que ingé son. Voilà, je laisse à Sophie le plaisir de se présenter. Et ensuite, on va attaquer vos questions. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Sophie Guillemard. J'ai une formation par l'ESRA Rennes, pas l'ESRA Paris. Je suis perchwoman. On a déjà travaillé ensemble avec Outko. Quand Outko était perchman, j'étais sa seconde. On a fait pas mal de tournages ensemble. Après, on a eu l'occasion de tourner aussi quand Outko est passé à ingé son et que moi je suis passée à la perche. Voilà, donc moi j'ai une formation ESRA. Je fais pas que du long ou que de la fiction. Je fais un petit peu des deux. Je bosse pas vraiment avec un ingé son attitré. Voilà, je navigue un petit peu en fonction des demandes, voilà, en fonction des projets. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je suis vraiment arrivée dans le son par la musique parce qu'à la base, j'étais musicienne puisqu'aujourd'hui, je ne pratique plus. Et donc, moi, je suis arrivée vraiment au son plateau, tournage, en ayant à l'ESRA comme objectif de faire de l'enregistrement studio. Voilà, et puis après, je me suis vite aperçue que être enfermée sur une console, voilà, c'était pas pour moi, c'était pas ce qui me convenait. Donc voilà, voilà. Après, en faisant des stages, tout ça, je suis arrivée sur le son, la perche, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, en gros. Donc, je suis arrivée par la musique. Et j'ai fait des stages chez DCA et c'est comme ça que j'ai rencontré des ingé sons et c'est comme ça que j'ai pu débuter. Voilà, voilà. Alors, on regarde s'il y a des petites Pour l'instant, il n'y a questions. pas de questions. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Vous pouvez donc lever Ouais. la main pour poser des questions. N'hésitez pas, si jamais il y a des questions qui ont déjà été posées la dernière fois, de
si vous voulez avoir un son de cloche différent, de les reposer. Euh, je ne peux pas vraiment commencer si vous ne posez pas de questions. Enfin, on ne peut pas vraiment commencer si vous ne posez pas vraiment de questions, si vous avez des choses à savoir. Voilà, on est là, on est dispo pour vous pendant 1h30. Voilà, on reconnaît les habitués. Hein. Je vois Chiara, je vois. Salut. Donc n'hésitez pas, hein, si voilà. Je... Je vois Jean-François qui veut intervenir, donc je t'en prie, Jean-François. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je trouve assez extraordinaire la période actuelle parce qu'elle nous donne de façon incroyable l'opportunité de travailler en distanciel. D'abord parce qu'on a un petit peu de temps et ensuite parce que beaucoup de gens découvrent l'outil Zoom qui accessoirement existe depuis 9 ans. Mais on voit que grâce à cet outil et cette disponibilité temporaire, on peut finalement échanger, peu importe l'âge, l'expertise de la personne, son histoire, etc. Et je trouve que cette communauté, entre guillemets, même si elle est un peu artificielle, je trouve que c'est vraiment excellent. Alors, les outils de distanciel existent depuis longtemps. Il se trouve qu'il y a eu une accélération incroyable. Zoom est passé de 200 millions d'utilisateurs par jour à 300 millions en 2 semaines. Et la question, elle est très simple, c'est comment arriver à garder un minimum de communauté en distanciel après le déconfinement, même s'il dure un petit peu, sachant que tout le monde n'est pas forcément dans le même lieu. Personnellement, je n'habite plus à Paris. Les Parisiens n'habitent pas tous Gare de Lyon, malheureusement. Donc, le temps d'aller à Paris, ensuite d'aller dans une réunion, parfois c'est le soir, etc. Et je trouve que pour avoir assisté à quelques Zooms autour de tous les gens que nous connaissons, et je ne citerai personne, je me souviens d'un des derniers Zooms où la personne qui animait la réunion a dit vivement la fin du déconfinement, qu'on puisse se retrouver tous ensemble. C'est très bien parce qu'effectivement, boire des canons ou autre, c'est sympa de se voir de bugne à bugne, mais en même temps, c'est intéressant et j'avais cru comprendre à travers ce qui avait été dit précédemment que les réunions en distanciel comme ça s'arrêteraient avec le déconfinement. Peut-on, alors il y a l'AFSI, il y a d'autres structures qui existent, peut-on imaginer de conserver un rythme de ces réunions à distance qui permettent à toutes sortes de personnes, y compris des gens qui ont une très grande expertise ou des gens qui débutent, de pouvoir échanger ensemble de façon libre, complète et intelligente? Alors, il n'est pas exclu que ça continue une fois que le déconfinement, qu'on ne soit plus confiné. Il est probable qu'on continue. Après, la disponibilité de chacun sera peut-être moins importante. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'était dit qu'on arrêterait à partir de la fin du confinement. Parce que se retrouve quand on sera en tournage, etc., on sera beaucoup moins disponible, tous ensemble en tout cas, et donc du coup, ce sera peut-être moins intéressant. Mais je pense qu'il faut continuer à regarder ce qui va se passer sur l'équipe son, parce que il est probable qu'il y ait d'autres événements de ce genre qui continuent après, peut-être moins fréquents. Certainement moins fréquent, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sera certainement plus occupé. Mais il n'est pas exclu qu'on continue à faire de temps en temps des choses. Je t'écoute. La fréquence ne me paraît pas être le phénomène le plus important, mais l'existence de la chose, sachant que si on en fait quelques-unes dans l'année, on peut les prévoir. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont très occupés, mais ce n'est pas grave si on n'est pas tout le monde. Là, par exemple, nous Tout à sommes fait. 21 personnes. J'ai déjà vu des réunions où il y en a beaucoup plus. Ça, ce n'est pas très important. Simplement, juste un critère, la capacité du système de formation en France à fabriquer de futurs professionnels dans tous les domaines qui nous intéressent, elle est incroyable en quantité, incroyable de diversité et surtout, elle est répartie sur tout le territoire. Alors que notre capacité à physiquement se rencontrer sont proportionnellement très limitées. Et une réponse potentielle à cette problématique des jeunes, du réseau dispersés sur le territoire, de façon à pouvoir rencontrer des gens, c'est justement le travail en distanciel. J'ai habité longuement dans un pays qui est lointain,
où l'espace est immense, où l'hiver est très long. Et le travail en distanciel, il a été incroyablement développé, justement pour ces différentes raisons. Mais voilà, en tout cas, ça a été évoqué hein, entre nous. On en a parlé avec Laurent Zelig. On comprend complètement et on est tout à fait d'accord avec ça. Et on réfléchit à une formule pour essayer de garder effectivement ce lien qui est quand même fédérateur. Et on essaie aussi comme Outku le disait, c'est vrai que si les tournages reprennent et tout, il y aura peut-être moins de dispo, mais c'est aussi pour ça qu'on va élargir le cercle et qu'on va essayer de faire intervenir d'autres personnes que les personnes que vous avez déjà vues actuellement. Je pense à un combo sans doute pour l'année prochaine qui sera celui de Delphine Malocena et Mylène Chave. Donc voilà, on va essayer d'ouvrir pour que justement ça reste pas un petit groupe restreint et qu'on reste entre nous comme ça. Le but c'est d'ouvrir pour échanger toujours plus, avoir des avis de tout le monde et des avis différents voilà quoi, pour communiquer. Le distanciel n'interdit pas le présentiel, mais l'un complète l'autre. Et je ne sais pas, je lance un truc, une réunion par trimestre, par exemple, ça ne me paraît pas complètement délirant. Voilà, Oui, j'arrête. Très bien. Dominique? Juste dire qu'en tant qu'enseignant, c'est clair que moi, si ça perdure, parce que là, c'est plus difficile de contacter les élèves, mais que si ça perdure, c'est évident que pour moi, c'est un atout pour eux de conserver ce genre de réunion où toutes les questions peuvent être posées et ils s'en posent beaucoup. Donc, moi, je fais le relais là pour le moment. Et puis, Pour l'instant, ils n'en posent pas beaucoup. Là, ils sont un petit peu timides. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas. Je sais pas, peut-être qu'on peut lancer un sujet si vous voulez. Jules Potier, on t'écoute, Jules Potier, si tu veux prendre la parole. Bonjour. Alors moi, je suis arrivé récemment en région parisienne. J'ai bien choisi mon moment. J'ai connu justement voilà un peu entre guillemets l'isolement qu'on a en province. Et puis là, je connais l'isolement qu'on a en confinement. Mais je voulais savoir, vous parliez de DCA, je crois, chacun de vous. À quel point est-ce que le réseau se fait autour justement des loueurs et comment vous, est-ce que vous êtes passé de DCA à enfin, je crois que c'est Sophie qui parlait de ça. Pour justement pour ceux qui sortent des études, etc. Est-ce que c'est le lieu, enfin les lieux où il faut être pour pouvoir se rencontrer entre ingénieurs du son, assistants, etc. Ou y a-t-il d'autres lieux, voilà. Alors, c'est pas forcément un lieu de rencontre, mais c'est sûr que les lieux comme DCA, Tapage, A4, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, en tout cas à Paris. Il y en a peut-être d'autres en province. En tout cas, c'est pas forcément un lieu de rencontre, mais c'est sûr que c'est là que passe énormément d'ingé son. C'est là aussi d'où part le matériel qui est utilisé sur quasiment tous les tournages. Et quand on sort d'école, c'est très intéressant et c'est très important de passer par là pour ne serait-ce bon, un court moment, c'est compliqué, mais c'est important de passer par là pour voir un petit peu tout ce qui existe en termes de matériel, d'une part, et ensuite, ça donne potentiellement la possibilité de rencontrer des ingé-sons, des perchman, de les rencontrer de visu, de voir comment ils travaillent, de voir comment ils préparent leur matériel, de voir comment ils envisagent de travailler sur le plateau. Après, une fois sur le plateau, c'est encore autre chose, mais voilà. Et ça permet quand même une bonne préparation pré-tournage, puisque une bonne prépa fait un bon tournage en général. Donc, c'est intéressant quand même de passer par là pour rencontrer ces gens-là. Moi, j'y ai travaillé 2 ans. J'ai rencontré plein d'ingé-sons. Et même les gens, en sortant de là, j'ai eu la possibilité de démarrer avec des ingé-sons que j'avais rencontrés là-bas. Puis, plus tard, de rencontrer des ingé-sons que je n'avais pas rencontré là-bas, mais quand je leur ai dit que j'avais travaillé pendant 2 ans chez DCA, j'avais une espèce de carte
un peu VIP qui disait genre, ah, d'accord, tu as travaillé là-bas, donc au moins je peux te faire confiance sur le matériel, sur changer les piles rapidement, régler un HF rapidement. Non, mais c'est débile, mais régler un HF rapidement, etc., etc. Connaître un peu les micros et les câblages, etc. Ouais. Moi, je rebondis donc sur. Moi, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à faire mon premier stage, en fait. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui au niveau du Pôle emploi et avec ce qu'on peut avoir comme dérogation. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais sortie de l'ESRA, j'étais allée voir le Pôle emploi en disant que j'avais besoin de faire un espèce de stage et que j'avais besoin, en gros, d'une assurance pour aller travailler dans un endroit qui me permettrait de rencontrer sans doute mon futur réseau. Et donc, j'avais eu une espèce d'autorisation. En fait, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bon. Un conventionnement, ouais. Ouais, ça me couvrait sur mon stage et en fait, c'est là-bas que j'ai commencé parce que je suis restée, je sais plus, je suis restée quelques semaines et en fait, je criais haut et fort, voilà, j'ai une convention de stage, je peux partir en tournage maintenant. Et coup de bol, en fait, en étant là-bas, j'ai rencontré un ingé son qui n'avait pas de stagiaire, qui cherchait quelqu'un. Enfin voilà, il y a aussi ce genre de rencontre qui est complètement possible, ou un stagiaire qui devait commencer un tournage finalement, je ne sais pas, qui tombe malade, qui a un problème, ou quelqu'un qui cherche tout simplement. Hein. C'est vraiment un lieu, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis partie en tournage et c'est voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde et voilà, c'est vraiment un carrefour en fait. Très bien. J'ai vu que Lucie Oui. avait une question. On t'écoute, Lucie. Oui, ma question concerne si on est conventionnable, est-ce qu'on peut faire des stages partout en France ou que dans la région dans laquelle on est? Ça dépend du type de convention que tu as, je crois. Si on est une convention d'école, a priori, on peut faire partout en France. La différence, c'est que les productions préfèrent souvent quelqu'un qui est de la région. Pourquoi? Parce que ça leur fait des points de production et du coup, ils peuvent défiscaliser certaines choses, je crois. Mais là-dessus, je ne suis pas hyper calé. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, ils nous demandent souvent des stagiaires euh, qui sont de la région. Mais ça n'empêche pas du tout, à partir du moment où on a une convention d'école et peut-être de Pôle emploi ou d'une mission locale, de faire un stage un peu partout en France. C'est pas sectorisé, je crois. Non, moi non plus, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est Non. ouvert et je pense que c'est national. Parce que tu es où, toi, Lucie? Moi, je suis à Toulouse, Occitanie, du coup. Mais du coup, ça veut dire que, parce qu'avant, il y avait la BASTAF, il me semble que ce truc-là a muté en autre chose. Je suis pas sûre. Non, la BASTAF existe toujours. Ok. Bah, il me semble que du coup, quand on s'inscrit dans une région, c'est là où la prod peut avoir des points si elle va tourner dans cette région, c'est ça? Tout à fait, exactement. Ok. Mais du coup, quand on est inscrit dans une région, on est un peu figé dans cette région-là, quoi. Alors, non, parce que. Alors, oui, on peut s'inscrire dans 2 régions. Alors, ce que je veux dire, c'est non, parce que si la prod, si on arrive à négocier avec la production, à prendre telle personne, même si elle ne fait pas partie, moi ça m'est déjà arrivé, même si elle ne fait pas partie de la région, voilà, on n'est pas complètement figé. Là où effectivement ça pose un problème, c'est que quand on est inscrit dans une des régions, et comment dire, la production va nous demander en priorité des gens de cette base staff. Mais c'est pas systématique, c'est pas tout le temps. Et il n'y a pas de base staff, par exemple, en Île-de-France. Donc, pour faire un stage en Île-de-France, on peut prendre une personne de n'importe quelle région. La seule difficulté pour cette personne-là, c'est de venir se loger à Paris.
Est-ce que ça répond à ta question, Lucie? Oui, c'est super, merci. Allons, je lis le chat en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? Je ne sais pas. Est-ce que la dernière fois, alors la dernière fois, moi, j'ai pas regardé la dernière session. Mauvais élève, je suis. Mais sur la grande réunion, il y avait Ah, Mathieu Gastou. On t'écoute, Mathieu Gastou. Alors salut, j'avais pas de questions, mais bonjour à tous. Salut. Tu voulais nous dire un truc Euh, sur la Bastaf? oui, alors oui, donc la Basta finalement, donc ça existe toujours. Donc maintenant, c'est la plateforme Film France Talent. Ouais. Et donc, on n'est plus limité à 2 régions. Il me semble que tu peux choisir le nombre d'endroits où tu peux être hébergé et où tu peux travailler. Et ça marche comme ça, c'est via Moving Machine maintenant. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cette info précieuse. Avec plaisir. D'accord. Par rapport à l'alternance, je ne sais pas du tout comment ça se passe, les stages en alternance. Là, je vois qu'on parle de l'alternance. Je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau de l'alternance. Je ne crois pas que ça marche beaucoup parce que quand on travaille, quand on est en alternance, on a besoin d'un truc régulier, c'est-à-dire on fait en général 2 semaines à l'école, 2 semaines en alternance, donc en entreprise, et faire 2 semaines de tournage, partir, revenir, ça ne marche pas. Donc, je ne pense pas que l'alternance soit une solution qui peut marcher avec notre métier. Alors, c'est moi qui ai posé la question. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, ça c'est une réponse possible. Ceci dit, il n'y a pas forcément que le cinéma, il y a aussi d'autres métiers dans le son qui peuvent être, entre guillemets, sédentaires. Et donc, une école a une capacité de structurer une offre d'alternance, ce qui n'est pas forcément la liberté individuelle, parce qu'à l'échelle de l'individu, c'est vrai, c'est pas toujours facile d'aller négocier une alternance momentanée et avec un rythme régulier. D'abord, la notion d'alternance, ce n'est pas forcément un rythme hyper précis sur 6 mois, c'est des choses qui sont négociables. Et la deuxième chose, c'est que le poids de l'école par rapport à ça est fondamental par rapport à la liberté individuelle. Et le point que j'évoquais, il n'y a pas que le cinéma, donc ça permettrait de... Et la notion d'alternance, elle existe en France, mais elle est extrêmement peu développée. En Suisse, c'est quand même 50% de l'enseignement. Et c'est un vrai statut, parce que quand on voit les galères aujourd'hui pour faire des stages qui sont mal considérés, mal ou pas rémunérés, il y a peut-être là une piste à suivre. Alors, c'est difficile aujourd'hui parce que justement, en France, ça n'est pas développé. Ça l'est dans certains domaines, mais pas dans nos métiers, et c'est dommage. D'accord. Là, par rapport à l'alternance, moi, j'ai pas vraiment d'avis. Alors, je vois une question de Sacha qui nous demande de parler de nos expériences de prépa d'un film avec la mise en scène, la production, à quoi on va faire attention au repérage si on y est convié et quel type de décisions artistiques peuvent être prises dès la lecture d'un scénario. Est-ce qu'on a des demandes à la production, à la lecture d'un scénario? Alors, comment on prépare un film? Effectivement, on commence par lire l'ensemble du scénario, on commence surtout par voir où ça va se passer, le nombre de comédiens qu'il va y avoir, quel type de film on va faire, c'est-à-dire si c'est une comédie, si c'est plutôt un film, un drame psychologique ou un film d'art et d'essai français ou un film d'action. On va forcément pas aborder les choses de la même manière en fonction du type de film qu'on va avoir. Comment à quoi on fait attention au repérage? Alors, au repérage, quand on y est convié, souvent, on a de chance, on est convié au début des repérages. Quand c'est un peu plus tricky, on est souvent convié au moment de la validation des repérages, c'est-à-dire que c'est déjà trop tard.
À quoi on va faire attention? On va tout de suite anticiper quelles sont les choses qui vont nous gêner. Par exemple, s'il va y avoir des travaux proches de là où on est, si on est en extérieur. Si on est dans un lieu fermé, comment enlever tout ce qui va nous gêner, c'est-à-dire souvent les VMC, les clims. Est-ce que les sols résonnent beaucoup? Est-ce qu'on va être dans des grandes pièces vides? Et dans ce cas-là, essayer d'anticiper avec la machinerie si on peut installer, en même temps qu'ils font des installs lumière, d'installer en plus éventuellement des aide-moi Sophie. Les borgnoles. Merci, des borgnoles, je perds mes mots aujourd'hui. Des borgnoles, voilà, par exemple. Est-ce qu'on va pouvoir poser de la moquette? Est-ce qu'on va pouvoir acheminer le matériel facilement ou est-ce qu'on va devoir adapter notre matériel pour le réduire et pouvoir l'emmener sur le tournage? Parce que parfois, on se retrouve dans des lieux qui sont petits, par exemple des petits studios parisiens avec des petits escaliers pas pratiques, où on ne peut pas du coup monter une roulante ou voire deux roulantes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les décisions artistiques qui peuvent être prises à la lecture d'un scénario, ça en général, c'est très variable. Il y a pas ça dépend vraiment de la place que nous laisse le réalisateur et la mise en scène. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Vous avez et les demandes à la production, à la lecture d'un scénario. En général, les demandes à la production, à la lecture d'un scénario, c'est le nombre de personnes avec qui on veut travailler. Et ça, c'est compliqué ces derniers temps de négocier. C'est-à-dire de faire comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin très très souvent d'être trois. Parce que souvent, de plus en plus, on tourne avec deux caméras et on a donc besoin très très souvent d'être trois, soit pour diviser l'équipe parce qu'ils vont prendre la deuxième caméra pour faire une équipe B, comme ça ils l'improvisent, soit parce qu'on a besoin de perches souvent. Parce que avec deux caméras, ils ont un champ de mise en scène beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Donc voilà. Sophie, tu veux rebondir? Non, c'est ça. Je pense que tu as fait le tour. Éventuellement, si on a quelqu'un qui est déjà un peu expérimenté, on peut éventuellement aller l'envoyer, éventuellement équiper quelques comédiens ou prééquiper, seulement passer les capsules et après on met les boîtiers sur place. Mais dans tous les cas, c'est un gain de temps et c'est forcément plus confortable pour l'équipe d'être trois. Et malheureusement, c'est de plus en plus dur. Ouais, je vois effectivement que Kevin nous a rajouté à savoir s'il y a des playback musique effectivement et les coups de fil à mettre en place avec oreillette ou pas par exemple effectivement, voire même s'il y a des comédiens qui doivent interpréter des chansons, est-ce qu'ils ont besoin d'une oreillette pour avoir la musique, voire même les paroles dans l'oreillette. Voilà, ça dépend effectivement pas mal de ce qu'on a à, à- à faire et du type de film qu'on va avoir. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et je me pose une question concernant, Ouais. par exemple, des traitements acoustiques. Là, vous parlez de borgnoles ou de moquettes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir traiter de manière vraiment plus compliquée un décor parce que vraiment ça allait être impossible de tourner dans ces conditions? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Des panneaux acoustiques, par Par exemple. exemple, mise en place de panneaux ou des trucs vraiment plus imposants. Alors, moi, quand j'étais Perchman, effectivement, je travaillais avec une gestion où on tournait dans un parking. Là, il a fallu effectivement faire une vraie structure
complète avec des borgnoles, avec des panneaux acoustiques, avec des mousses pour vraiment casser l'acoustique de façon assez importante parce qu'on était censé être dans une pièce, une petite pièce. Donc il y avait 4 murs qui avaient été posés là, il n'y avait pas de toit. Et en fait, on était dans un immense parking, donc ouais, il fallait faire un truc un peu plus conséquent. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas nous qui le faisons. Donc, faut le mettre en place avec la machinerie, avec la déco, et donc il faut avoir pas mal de comment dire, de négociation avec la déco et la machinerie pour qu'ils acceptent de travailler pour nous. Si c'est des gens qui sont, et il y en a beaucoup, qui comprennent notre travail, ils le font avec plaisir et sans problème. Après parfois, c'est des problèmes de production, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le matériel et la production ne veut pas donner l'argent pour pouvoir fournir ce matériel. Mais la plupart du temps, on arrive quand même à avoir des gens qui sont de bonne composition et qui nous aident à travailler. De toute façon, c'est l'essentiel de notre travail, c'est de travailler avec d'autres personnes qui doivent comprendre notre travail pour nous aider, pour qu'on puisse travailler tous ensemble. D'accord. Et éventuellement, si c'est pareil, si on travaille avec quelqu'un qui est un petit peu expérimenté, si on est trois, on peut expliquer à notre troisième un petit peu ce qu'on veut et essayer de donner main forte aux machinaux pour poser du borgnole, par exemple. Enfin voilà, Outku avait déjà abordé ce sujet dans une autre session, mais en fait, c'est du travail main dans la main. Hein. On essaie de tous bosser ensemble. Et voilà, si on demande une install et qu'on est trois et que le troisième n'est pas forcément indispensable avec nous, bah, c'est vrai que les machinaux apprécieront qu'on envoie quelqu'un de notre équipe pour aider, pour prêter main forte, enfin voilà, c'est aussi. De toute façon, le métier, c'est toujours donnant-donnant. Hein. Voilà, je lâche là-dessus parce que je fais ça. C'est toujours des petits trucs comme ça. Et après, ça dépend de l'install qu'il y a aussi. Hein. Ça dépend. Là, on parle de borgnole, on parle de panneaux acoustiques. Ça dépend, comme l'a très justement dit Outku, de la production et puis des personnes avec qui on travaille et qui sont en face de nous, à qui on demande cet effort qui nous aiderait beaucoup. Voilà. Ok. Moi, je me rappelle d'un de mes premiers tournages où on a dû mettre du collant acoustique sur toutes les fenêtres parce qu'on tournait au 2e étage d'une rue très passante. Et pas vraiment il y avait un jour assez important, c'était des vieilles fenêtres. Donc on a mis du collant acoustique sur tous les rebords de fenêtres de tout l'appartement en venant justement 2 jours avant. Enfin, c'est moi d'ailleurs qui y suis allé quand j'étais stagiaire. Donc voilà, je suis allé, j'ai quitté le plateau pour aller faire ça pendant une après-midi. C'est un exemple, par exemple. Il y a quelque chose qui se pose sur la vitre, c'est ça, et qui atténue autour des vitres, tu sais, normalement, c'est un genre de joint, quoi. Le son, soit pour éviter que le froid rentre dans l'appartement. D'accord. Ça marche aussi. Trop bien. J'ai vu que Chiara Nardo avait une question. Il y a d'autres questions aussi sur les HF, avec la déco, les costumes pour cacher des micros. On reviendra après là-dessus, mais on va laisser la parole à Chiara. Bonjour, j'ai vu que vous bossez tous les deux et en ciné et en série télé, du coup j'avais une petite question. Perso, je connais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, il y a eu un petit truc là, mais oui. Oui, c'est possible que ma connexion elle lague un peu, désolée. Oui, c'était pour savoir si en cinéma on avait les plus grosses marges de négociation en fait, justement pour tout ce qui est poser du borgnole et être un peu mieux considéré entre guillemets au niveau de que le son c'est aussi quelque chose d'artistique. Ou si on se faisait un peu écraser comme on se faisait téléviser aussi. Très bonne question. Alors,
Non, c'est vrai. En télé, il y a différents types de projets en télé. En télé, il y a la série télé qui tourne depuis 10 ans, où, je ne citerai pas d'exemple, où ils tournent depuis 10 ans et ils ont leurs habitudes, ils sont à moindre coût et donc du coup, ils préfèrent dépenser le moins d'argent possible en production pure et faire beaucoup de post-prod parce qu'ils ont l'habitude de ça, parce que les comédiens sont habitués à ça, parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête. Ça, ça arrive. On a aussi le cas complètement inverse, comme de la fiction, comme Demain nous appartient, par exemple, là, qui est une quotidienne, où ils n'ont pas le temps de faire de post-prod. Et donc, du coup, la considération qu'on a, elle est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il y a on n'a même pas besoin de se battre pour dire ça, c'est pas possible, parce que du coup, ce sera post-prod. Quand ils veulent mettre 2 caméras, une large, une serrée, on n'a même pas besoin de négocier, on le dit et c'est accepté tout de suite, on fait l'un après l'autre. Et on se retrouve aussi en cinéma. En cinéma, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas de la production. En cinéma, ça dépend énormément du réalisateur. Parce que certains aiment vraiment le son direct. Je pense à Bruno Duron, par exemple, qui ne supporte pas du tout la post-prod et qui est capable de couper lui-même parce qu'il a entendu un truc qui le dérangeait et qu'il veut absolument que du son direct. Et d'autres réalisateurs qui préfèrent te dire je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vont donner les comédiens. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on refera en post-prod. J'ai besoin d'avancer, etc., etc. C'est très variable. Je dirais que pour la télé, il y a vraiment une condition de est-ce qu'on a le temps ou pas de la faire, est-ce qu'on a l'argent de le faire. En cinéma, ce serait beaucoup plus quelque chose comme en fonction du réalisateur. Voilà. Ok, merci, parce que du coup, je me posais la question par rapport à un truc très concret. Bah, Diana, je vois un peu comment ça marche. J'avais été La plus belle la vie, donc voilà, comme tu dis, effectivement, c'est l'usine où ça fait le bois. Et j'avais fait une série télé comme ça dans le sud, en période de canicule. Et justement, les comédiens étaient placés sous un arbre avec que des cigales autour. Genre, il y en avait une dizaine. Du coup, on n'entendait même pas nous ce qu'ils disaient. L'ingé son avait essayé de négocier avec le réalisateur, mais il n'avait rien voulu entendre. Donc, je me demandais s'il y avait justement en cinéma, si on pouvait plus négocier ou pas par rapport à ça. Quand il y a des cas où clairement c'est soit post-synchro, soit pas possible, si on avait voix au chapitre en tant que technicien son pour orienter le truc un peu. J'ai pas bien compris la fin. Ah, désolé. Oui, c'était pour savoir si justement on pouvait avoir un peu des actions en tant que technicien son pour dire bah là, vous pourriez pas décaler les comédiens de 10 mètres pour qu'on puisse entendre quelque chose. Et si c'est possible ou pas, quoi. Faut vraiment que le réalisateur nous apprécie, hein, parce que là, non, parce que là, ça change la mise en scène. J'ai aussi eu l'occasion de travailler avec José Dayan, qui un jour nous a dit, est venu nous demander est-ce qu'il y a trop de vent pour tourner. On lui a dit oui, il y a beaucoup de vent, ça va être compliqué. Et elle avait 2 jeunes comédiens qui n'étaient pas voilà, qui étaient assez jeunes. Et tout de suite, elle a pris la décision de changer de décor. Et c'est elle qui est venue nous voir. Voilà. Elle a beau être complètement difficile à travailler, elle a aussi, elle se rend compte aussi de la difficulté de certaines conditions. Ok, bah, je me demandais si ça existait pour ça. Ouais, moi, pour la petite anecdote, d'ailleurs, du coup, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand on tournait avec des cigales dans le sud, c'était sur une série récurrente. En fait, la production, la régie avait toujours à la table régie des pistolets à eau. Et donc, dès qu'il y avait trop de cigales, on arrosait autour des comédiens. Et en général, on avait la paix, pas pour la journée, évidemment, mais pour quelques minutes. Et on arrosait juste avant les prises. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Très bien. Moi, j'ai fait la même chose après sur un film où j'ai arrosé
un arbre en plein milieu d'une cour d'école parce qu'il y avait plein de cigales et que c'était compliqué. Et effectivement, arroser les cigales, ça marche. En fait, ça les refroidit. Du coup, elles n'ont plus besoin de chanter pour se refroidir. Voilà. Des fois, ça marche pas. Nous, justement, on avait des énormes perches à piscine en fait pour aller frapper dans les arbres. Ouais. C'était cette technique de les faire cuire en fait, parce qu'on n'avait pas le droit au pistolet, il y avait le matériel, c'était tout. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais ça marche aussi de les faire fuir. C'est un peu plus long, mais. Ouais. Sinon, le Roundup, ça marche pas mal aussi. J'ai essayé pas mal de fois. C'est pas pro Monsanto, mais. Non, moi, ce que je trouve chiant, bonjour à tous déjà, ce que je trouve chiant avec les cigales, c'est surtout le côté, en fait, elles chantent, elles n'ont pas la même tonalité en fonction de l'heure de la journée. Ouais. Et du coup, après, en post-prod, c'est assez compliqué à raccorder. Moi, ça m'est arrivé enfin, je fais un peu de montage son, un peu de prise de son aussi, ça m'est arrivé de devoir repitcher certaines prises pour raccorder les cigales entre elles, quoi. Voilà. C'est pas évident. Et puis, on a même avec une ambiance raccord, ça marche pas forcément. Ouais. Non. Ouais, c'est clair. Ouais. Elles peuvent même, si elles sont bien placées sous le micro, elles peuvent être plus fortes que le son de la voix de certains comédiens. Ce qui est un peu compliqué. Je vois qu'il y a une question qui nous dit: est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler en amont avec la déco ou les costumes pour cacher des micros ou déporter, des micros déportés ou des HF? Alors, moi, ça ne m'est pas arrivé de travailler avec ni la déco ni les costumes pour cacher des micros déportés ou des HF, mais je connais des personnes à qui c'est arrivé, notamment sur des films en costume un peu élaborés, parce que c'était souvent des costumes compliqués à mettre, compliqués à mettre pour les comédiens, et puis c'était parfois des costumes qui étaient moulés, c'est-à-dire je pense à Astérix par exemple, ou je pense à des costumes d'époque. Alors j'ai pas le nom d'un film en particulier, mais oui, ça arrive effectivement de cacher, de travailler en amont avec les costumes pour cacher les micros. De toute façon, ce qu'il faut faire, et ce qui est très important, c'est au début du film de discuter, d'avoir une discussion, voire de même faire un petit tour avec la chef costumière ou l'habilleuse des costumes qu'il va y avoir sur l'ensemble du tournage. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois d'anticiper, de voir que là, il va y avoir quelque chose un peu compliqué, un costume un peu compliqué, ou voire même un casque, un masque que la personne va avoir, et du coup de prééquiper ce masque-là. Je me rappelle d'un masque avec du papier crépon qui était partout, voilà, qui descendait de partout comme ça. Et on avait caché le micro juste en haut là, et du coup, on avait beaucoup plus la voix que le papier crépon. Ça a très bien marché. Voilà, c'est un exemple, mais ça arrive souvent et c'est important de travailler avec les costumes. Pour ce qui est des micros déportés en déco, moi, ça ne m'est pas arrivé. C'est possible, c'est probable. Moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement. Alors, moi, j'ai déjà travaillé avec les costumes, à savoir poser des HF en amont. Alors là, c'était pas vraiment pour une question de costume, c'était plus vis-à-vis du comédien qui ne supportait pas qu'on le touche, par exemple. Donc, il fallait prééquiper absolument toutes les chemises. Heureusement pour nous, c'était 5 chemises blanches, 5 chemises bleu foncé ou d'une couleur foncée. Donc, il fallait qu'on prévoie une dizaine de capsules qu'on allait poser en amont. Donc, on les posait, on passait la capsule donc, sur toutes les chemises, le long de la chemise. On ne les fixait pas évidemment avec du butyl, on ne mettait pas le boîtier ni rien du tout, mais voilà, on passait absolument toutes les capsules. Dans les 5 chemises blanches, il y avait 5 capsules blanches.
dans les 5 chemises foncées, il y avait 5 capsules, voilà, de telle façon à ce qu'on ne dérange absolument pas le comédien qui n'appréciait pas trop le contact. Donc voilà, et comme ça, arrivé sur le plateau, on avait juste à butiler légèrement, ou même juste avant de tourner, avant qu'il enfile sa chemise, il arrivait que je vienne avec mon butyl, que je ne le croise même pas en amont, que je butyle la capsule au dernier moment, et après il enfilait sa chemise, et arrivé sur le plateau, là, hop, on pluguait avec le boîtier, et il y avait très peu de contact, et c'était voilà, c'était une demande, et il faut pouvoir répondre à cette demande. Je veux dire par là que ce n'est pas forcément non plus qu'une question de costume, ça peut être aussi une demande humaine. Et voilà. Moi, je vois une question là, et je vais demander à Fabien s'il est d'accord de répondre à cette question, puisqu'il a déjà commencé. C'est: apprenez-vous les dialogues des comédiens avant les prises? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Salut. bien? C'est mon premier Zoom. Oui, Oui. bonjour. Bonjour, donc je suis perchman depuis quelques temps déjà, Quelques une petite décennies, vingtaine ouais. d'années. On se connaît avec Outco, on a travaillé ensemble. Pour les dialogues, ça paraît une question cocasse, mais effectivement, on apprend les textes, mais on a tous, je pense, une manière un peu différente de l'apprendre. Moi, je sais que je lis mon texte la veille, je lis le scénario, enfin, je lis de toute façon le scénario en entier une première fois. Ça aide à connaître qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Puis, de toute façon, c'est nécessaire, hein, là, je vous apprends rien. Mais je sais que le texte, je vais le retenir quand je vais voir la répète. Quand je vais voir les gens se déplacer d'un endroit à l'autre, je sais qu'il va dire tel mot à tel endroit, tel autre mot à tel autre endroit. Et la chorégraphie, les mouvements, ça va me faire rentrer le texte à une vitesse folle. Et tout d'un coup, vous apprenez 6 pages de texte sans savoir comment, parce que l'instant où on passe à la prise suivante, à la séquence suivante, vous avez tout oublié. Je ne sais pas si ça vous le fait pareil, mais c'est quand je sais que moi, qu'il me manque, un comédien a oublié un mot, une phrase, je suis incapable de lui dire laquelle, mais je sais qu'il en manque une. Donc, tout ça pour dire, on n'a pas vraiment tout le texte en tête. Moi, j'ai des blocs. Je sais qu'à tel moment, c'est tel mot, ça arrive. Ah, il arrive là, il attrape la poignée de porte, par exemple, et à ce moment-là, il dit, là, il doit dire vélo, et ensuite, il va enchaîner sur autre chose. Et ça s'enchaîne comme ça, comme un petit train. Mais alors, voilà. Puis une fois que c'est passé, oublié. Donc, voilà, je ne sais pas si tous vous avez la même manière. Je me souviens d'un collègue qui, lui, un côté très ludique, il apprenait quasiment pas. Mais en fait, son cerveau et son habitude fait qu'il apprenait de toute façon. J'en ai d'autres qui vont réviser le texte comme des malades jusqu'à la dernière minute. Chacun fait un peu différent. Mais la base, c'est quand même que vous ayez tout le scénario en tête. Pas complètement, hein. Des fois, en plus, vous avez une version. Entre-temps, il y a eu 3 nouvelles versions. C'est plus le même coupable à la fin. C'est plus la même chose. Mais vous savez qui est qui fait quoi, et ça vous aide dans votre tête à la gymnastique de savoir dans chaque séquence on part de là et on va où. Et c'est comme ça que moi je retiens mon texte. Voilà. Moi, je vais rebondir là-dessus. Oui, il faut connaître un peu le texte, il faut l'avoir lu pour l'assimiler quand les comédiens vont le dire, notamment en répétition. Parfois, il n'y a pas de répétition et ça va. Donc, du coup, on a intérêt à savoir qui va dire quoi à quel moment. J'ai une anecdote, c'est que je suis parti en tournage en Turquie avec des comédiens turcs, avec un perchman français qui ne connaissait pas du tout le turc. Et ça ne lui a posé aucun problème. Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il était batteur, et que la perche, c'est une question de rythme, et que ça fait ta 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 ta. Et donc, lui, il travaillait avec le rythme et avec les derniers mots. Il venait me voir en me disant: c'est quoi la sonorité de la dernière phrase de telle personne, parce qu'il ne connaissait pas les mots, donc il ne pouvait pas retenir le texte en lui-même. En revanche, avec les sonorités et le rythme de la diction, il arrivait très bien à suivre un dialogue dans une langue qu'il ne comprenait pas du tout. Donc c'est important de le connaître, mais c'est surtout important d'écouter la rythmique d'un texte. Et ce qui fait perdre énormément, par exemple, ce qui plante énormément de perchman,
c'est quand un comédien se reprend, parce que du coup, on perd la rythmique de la séquence, souvent. Et parfois, on se fait battre parce que il reprend sa phrase et du coup, on a perdu la rythmique des 2 minutes de séquence, par exemple, des 2 minutes ou des 40 secondes. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis sur le tourner en langue étrangère, enfin, c'est pas une langue étrangère. J'ai tourné en breton l'hiver dernier, un polar breton tourné à Brest. Donc, il y avait quelques mots qui sont inspirés des fois soit de l'anglais, soit du français. Et donc là, les répètes ne changeaient rien. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais finalement, avec cette rythmique, avec cette musicalité, on s'en sort. Et au bout d'un moment, ben, aucun problème. Comme l'exemple de ton batteur, il n'y a aucun problème pour tourner dans une langue qu'on ne comprend pas. Voilà, c'était… Ouais, j'appuie exactement votre théorie. Moi, je suis allée tourner en Inde et donc il y avait, le film, c'était un mélange entre de l'anglais et de l'hindi. Et c'est pareil, c'est une question de rythme. Et on n'avait pas de jour à jour, on n'avait rien du tout, il n'y avait pas de répète, il y avait très peu de moyens. Et effectivement, quand c'est comme ça, il faut faire confiance à son intuition et au rythme. En revanche, en France, quand il y a les moyens et tout, je sais que moi, personnellement, j'aime bien avoir un jour à jour la veille. Alors, pour pas emmerder la mise en scène, je demande mes jours à jour en amont sur plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin, ce qui les arrange. Et parfois, ils ne savent pas au niveau des séquences à tourner du jour au lendemain en fonction de la météo, en fonction de… Il peut y avoir plein de facteurs qui vont faire que finalement, cette séquence, elle va être basculée, donc on ne la tournera pas, on va en tourner une autre. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien apprendre les dialogues la veille, pas forcément les apprendre mot pour mot, mais j'aime bien lire toutes les séquences le soir avant de m'endormir pour avoir une globalité, une vision globale de ma journée du lendemain, savoir les changements de décor, qui je dois équiper, qui je dois déséquiper, qui je dois rééquiper. En fait, voilà, les dialogues, savoir si ce dialogue-là saute, qui est avant, qui est après. Voilà, je ne vais pas les apprendre par cœur, c'est pas de la poésie, hein, mais il faut… Mais c'est vraiment très personnel, hein. Effectivement, il y en a qui vont stabiloter, qui vont avoir leur petite couleur, leur petite… Voilà, après, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de… Moi, je fais comme ça et ça fonctionne pour moi. Après, il y en a qui sont plus assidus, d'autres moins, et ça fonctionne tout autant, hein. Il n'y a pas de… Et pardon, et surtout, ce que je crois que c'est Outko qui disait tout à l'heure, c'est que maintenant, surtout en fiction télé, des fois, vous n'avez aucune répète. Donc, c'est là où d'avoir quand même une base, de se dire, je vais avoir des problèmes dans cette séquence, mais au moins, le problème de l'apprentissage du dialogue, je l'ai déjà. Je l'ai lu la veille, ça au moins, je suis tranquille. Mais des fois, c'est pas de répète, et alors là, c'est… Voilà. Mais généralement, c'est une répète pour tout le monde, la première prise, hein. Donc, si vous vous trompez, ça arrive, mais sinon, c'est le pointeur qui va être flou, c'est le comédien qui va rater son texte. Mais c'est vraiment la politique, la tendance depuis plusieurs années, surtout depuis qu'on est en vidéo. On répète plus, on tourne. On ne sait jamais, il va se passer quelque chose, on ne sait pas. Exactement. Donc ça, j'ai l'impression que pour débuter, c'est quand même un stress supplémentaire dont on n'aurait pas besoin. Donc, c'est cette absence de répète. C'est un peu, on y va comme si on tournait un truc qui n'arriverait jamais 2 fois, alors que c'est de la fiction et qu'on pourrait tout maîtriser. Là, on va tous faire la prise sans savoir ce qui va se passer. Et le problème, c'est qu'une fois que vous êtes lancé dans une dynamique de tournage, régler les problèmes après, du genre, vous avez compris que vous êtes mis à gauche de la caméra pendant toute la prise et vous vous rendez compte qu'à un moment, ce n'est pas possible parce qu'il aurait fallu être à droite. Et si vous commencez à régler des trucs, alors que ce n'est plus une dynamique de répète, les comédiens ne sont pas contents parce que tout d'un coup, il faut arrêter, il faut poser une moquette, tout ça. Ça ennuie tout le monde et ça implique de fonctionner uniquement sur ses réflexes, sur ses habitudes de boulot et pas sur une vraie réflexion sur ce qu'on va faire dans la prise. Donc, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez ce sentiment les uns les autres, mais moi j'ai un peu ce sentiment souvent qu'on essaye de faire mieux, mais bon, c'est comme ça qu'on bosse maintenant de plus en plus.
Moi, il y a une question intéressante là j'aimerais inviter quelqu'un à répondre à cette question si elle est là, si elle nous entend. C'est Olivier Levacon. Sur comment l'ingénieur du son échange avec les comédiens sur la diction et la voix en général, en direct ou par le biais du réal, en TV et en ciné. Olivier, est-ce que tu es avec nous? Pas vraiment. Ok. Eh ben c'est pas grave, on va répondre à la question. Comment on échange avec les comédiens sur la diction et la voix en général? Alors, avec beaucoup de tact. C'est un bout de coup. Hein. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes, parce que certains ne se rendent pas compte du tout de leurs défauts parfois, et puis aussi parce qu'on ne veut pas les frustrer effectivement, enfin les frustrer ou les offenser ou leur dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail, parce que c'est des personnes qui sont souvent très sensibles, assez fragiles dans leur confiance et qu'il ne faut pas aller leur dire c'est pas bien ce que tu as fait, mais en revanche, il faut effectivement passer parfois par le réal, parfois directement, sentir un petit peu comment le comédien va réagir, comment en général, il ne faut pas attaquer dès le premier jour. Hein. Il faut essayer de connaître un petit peu la personne qu'on a en face de soi pour pouvoir aborder la personne. Ah, Olivier, tu es avec nous? Ah, oui. Je vois, il faut que tu cliques sur ton petit... Ah, je crois que tu es... Yes, bonjour. Bonjour, Bonjour, Olivier. Olivier. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à cette question? Je pense que tu as une expérience assez importante et que tu as plein de petites choses à nous raconter sur cette question. Le rapport avec les comédiens et le texte, c'est ça? Rappelle-moi. Le rapport avec l'addiction et la voix, ouais. Est-ce qu'on passe en direct? Est-ce qu'on passe par le réal? Alors, non, tout d'abord, ça dépend du réalisateur d'abord. Excuse-moi, Olivier, est-ce que tu pourrais juste te présenter très rapidement pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Pardon. Bah, écoutez, je suis chef opérateur son sur les tournages de fiction. Voilà, que dire d'autre, un peu de documentaire. Et puis, voilà. Qu'est-ce que ça va? Oui, ça devrait aller. Alors, pour revenir à cette histoire, oui, donc ça dépend évidemment du réalisateur. Le réalisateur, que ce soit ou en prépa ou le premier jour du tournage, on lui demande qu'est-ce que tu préfères par rapport au rapport que je pourrais avoir avec le comédien. C'est important de ne pas squeezer son rapport avec le comédien. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui m'ont dit non, non, c'est moi qui lui parle. Et il y en a d'autres qui me disent ouais, vas-y, tu fais comme tu veux. Et puis après, ça dépend aussi des comédiens. Il y en a qui sont plus ou moins stressés, il y en a qui admettent facilement ou moins facilement la correction ou les avis. Voilà. Bon, évidemment pas sur le jeu, mais en tout cas sur la diction, oui, ça m'arrive souvent, donc avec cet accord du réalisateur, d'aller voir le comédien et lui dire. Alors après, ça dépend de la relation qu'on a avec le comédien, qu'on a pu faire le matin, si on lui a mis des HF, la façon dont on l'a rencontré au fil des jours, les échanges qu'on a avec lui, et puis on jauge comment ça peut se passer, mais il y en a, il faut prendre un peu des pincettes. Et puis il y en a où, entre chaque prise, bon, je ne vais pas donner de nom, mais je vais le voir, je lui dis, mais là, on comprend rien du tout quoi, de ce que tu racontes. Donc, il faut que tu... Et puis la prise d'après, on sait un peu mieux. Il faut toujours aller aussi dans leur sens, dire, non, mais ça, c'était mieux, mais par contre, là, c'était pas bien, là, c'était pas bien. Enfin, voilà, c'est à jauger en fonction de chacun, mais avec l'accord toujours du réalisateur. Après,
on travaille aussi avec la script, le ou la script, et on travaille en collaboration, savoir si lui a eu des problèmes de compréhension ou pas. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire. Mais en tout cas, la relation avec le comédien, elle se fait beaucoup, moi je trouve, dans le moment. C'est pour ça que je vais systématiquement toujours équiper les comédiens. Je ne comprends pas trop comment on peut ne pas y aller quand on est chef. C'est-à-dire que je vais toujours passer ce temps le matin à le rencontrer et puis à lui poser la question, bah voilà, où est-ce que tu vas avoir le boîtier, comment tu vas être habillé, puis et comme ça, on se rencontre, voilà, on se jauge, on se reconnaît, on s'apprécie ou pas, on s'écoute ou pas. Et puis voilà, il m'est arrivé il y a assez longtemps d'arriver devant un comédien qui me dit non, non, le premier jour de tournage, non, non, moi, j'en veux pas de la chef. Donc la solution, c'est quoi? C'est où on prend un quart d'heure, j'ai pris 10 minutes ou un quart d'heure pour lui expliquer voilà, pourquoi j'avais besoin de HF pour cette séquence ou pour le film en entier, avec 2 caméras sur les téléfilms. On a souvent quand même besoin, malheureusement, de mettre des HF. Et donc, voilà, ça, ils peuvent comprendre. Et au bout de 10 minutes, il m'a dit « Ah oui, d'accord. Bon, allez. » Et donc, je l'ai équipé. Bon, il était cool. J'aurais peut-être fait ça avec d'autres, j'y serais pas arrivé. Mais oui, c'est une question de rapport et de voilà, ce temps-là, ce que je disais, c'est que j'équipe le matin et je vois pas comment, d'une part, je pourrais rater ce moment-là. Bon, après, évidemment, des fois, on n'a pas le temps, hein. Donc, on laisse faire d'autres gens. Mais en tout cas, ce micro, je le place en dernier, je le colle en dernier sur les vêtements, parce que les vêtements changent tout le temps. On rajoute des choses, ça se ferme, ça s'ouvre, enfin bon. Donc c'est ce moment-là qui est important. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on peut facilement, après, plus facilement travailler avec un comédien s'il a envie, s'il a votre écoute. Très bien. Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre télé et ciné? Par rapport au comédien? Oui, par rapport à justement cette J'en ai faculté à aller les voir pour leur dire si ils ont, au niveau de l'addiction, au niveau du niveau de leur de leur voix. J'ai pas fait beaucoup de téléfilms, enfin j'en ai fait ou un peu de séries. Moi, je trouve pas. C'est surtout le temps qui manque après. Le C'est temps ça. qui manque sur le plateau, en amont, en préparation. Voilà, ça va beaucoup plus vite sur la télévision, donc on a peu de temps. Donc, mais bon, j'ai pas d'exemple précis. Ma mémoire aussi n'est pas très bonne, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait de grosses différences entre les acteurs sur le téléfilm ou la fiction. Oui, Mais ça peut-être dépend vraiment du David, comédien. Je suis assez il est par d'accord. là. Je ne sais pas si David il est là, lui. Il pourrait peut-être aussi en parler. Oui, David, oui, effectivement. Euh, Bonjour, bonjour, attendez, je mets la vidéo. Ah, il est là. Salut. Oh, ça c'est ma fille qui a mis l'espace. J'ai pas tout suivi, pardon, je me suis déconnecté, reconnecté, tout ça. Juste sur la différence télé et cinéma, plus que télé, c'est le produit, c'est-à-dire que si c'est de la série, moi j'estime qu'il y a un niveau d'exigence d'articulation qui est plus important, ça touche pas au même public. Et du coup, le réalisateur a aussi souvent moins le temps de s'occuper de ça. Donc c'est vrai que moi, j'essaie d'être un peu plus intransigeant avec la diction des comédiens sur les séries. Donc je sais très bien que ça va passer sur une télé dans une cuisine avec des gens qui n'ont pas forcément des oreilles dans le meilleur état. Donc voilà, j'essaye de faire ça, mais c'est pas toujours facile à faire et ça dépend, comme toujours, de à quel point les comédiens et les réalisateurs sont réceptifs à ça, quoi. on est d'accord. Ok. Moi, je sais par exemple que souvent on a le cas de comédiens qui parlent pas fort, qu'on a du mal à sortir, qu'on a du mal à avoir, on a du mal à avoir un petit peu de niveau
Je sais que par exemple, la méthode effectivement de ne pas de ne pas leur dire c'est pas bien, euh, euh, ça marche. C'est-à-dire que en général, je leur dis pas il faut que tu parles plus fort, mais je leur dis si tu parles moins fort, je t'entends plus. Et du coup, ça fait un petit chemin dans leur tête qui se disent ok, donc là, j'ai pas le droit de descendre plus bas. Et sans leur dire parle un peu plus fort, du coup, ils le font d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je leur dis que là, ils sont vraiment à la limite, que s'ils parlent moins fort, ça servira à rien. C'est comme et en général, on obtient plus de choses plutôt qu'en leur disant tu parles pas assez fort, il faut que tu parles plus fort. C'est une façon, c'est un peu la méthode américaine, comme disait Olivier tout à l'heure, de dire c'est bien, toujours aller dans leur sens et toujours leur dire c'est bien, mais il y a peut-être ça qui peut être mieux. Voilà. C'est intéressant ouais, d'aller effectivement dans leur sens et de ne pas pas les blâmer, quoi. Ils ont des milliards de choses à penser et notamment leur texte, leur jeu, ce que leur a dit le réalisateur, parfois une manip à faire en plus, la position qu'ils doivent avoir par rapport à la caméra, etc. Donc, ne pas, ne pas leur rentrer dedans, quoi, tout simplement. Et si je peux juste réagir, parce que moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est un petit peu la part pour l'opérateur son de mise en scène qu'il a, quoi. C'est-à-dire qu'il est les oreilles du réalisateur, enfin, les deuxièmes oreilles, voilà. Et du coup, on a déjà, enfin, moi c'est l'impression on a déjà la vision du montage son, enfin, en tout cas de ce que ça va donner, et autant en diction qu'en jeu aussi. Tout à fait. Et alors, c'est intéressant parce que selon les comédiens, effectivement, on peut lier une bonne relation la veille, le matin, etc., etc. Et puis, dès le premier jour de tournage, se dire oulala, celui-là ou celle-là, ça va être difficile parce que bah, déjà, elle n'a peut-être pas forcément l'habitude de la voix, parce qu'il y a des comédiens aussi qui font du doublage ou de ce genre de choses. Donc, eux, ils vont être plus sensibles à tout ça. Et puis après, effectivement, ça dépend complètement du film et du réalisateur, parce qu'il y a des réalisateurs qui veulent que ça parle comme ça, alors ça va parler comme ça. Et puis, ça plus en cinéma, on va dire, pour simplifier. Mais après, voilà, enfin, moi, je trouve que c'est un des aspects du métier qui est formidable et qu'il ne faut pas louper, j'ai l'impression, parce que c'est un travail avec les comédiens et les réalisateurs sur vraiment la direction d'acteur et voilà, quoi. Même s'il ne faut pas prendre trop de place, on est d'accord, mais il y a cette part-là, quoi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que en tant que stagiaire, en tant que perchman même, il vaut mieux aller voir son chef. Bien sûr. Pour lui dire, parce que parfois, bah, on a envie, on trouve que nous, le perchman, il est à parfois à 1 mètre, il l'entend pas avec ses oreilles, le comédien. Il vaut mieux pas y aller avec ses gros sabots et mieux vaut passer par la hiérarchie, aller voir le réalisateur qui lui a déjà une relation, le réalisateur, pardon, l'ingé son, qui lui a déjà une relation avec le réalisateur, comme a dit Olivier tout à l'heure, il s'est déjà renseigné sur comment il voulait qu'on travaille, etc. Donc voilà, donc je dis ça surtout pour ceux qui sont là et qui débutent, la prochaine fois que vous vous retrouvez sur un tournage, si vous êtes stagiaire, second ou perchman, et que vous avez un truc à dire de ce type-là aux comédiens, si vous avez remarqué quelque chose, même une erreur de texte, c'est quand même mieux de passer par l'ingé son qui, lui, prendra la décision de passer soit par le réalisateur, soit par la script, soit d'y aller lui-même. Mais vous envoyez pas au charbon tout seul. Ouais. Ne prenez pas l'initiative d'aller les d'avoir parfois des mauvais retours. Ouais. Et puis, il ne faut pas hésiter à le faire, en tout cas, par rapport à l'ingénieur du son, parce que même avec un casque et avec toute la concentration qu'on peut avoir, on loupe plein de trucs. Bien sûr. Et c'est vrai que le perchman est plus aguerri au niveau où il est, par rapport au texte qu'il a dans la tête, par rapport à... il chope beaucoup plus de choses, en fait, finalement. Tout à fait.
ou je ne sais pas si c'est moi qui chope beaucoup moins, mais voilà, Non, en non, tout non, cas, je suis tout à fait d'accord. ça aide beaucoup. Alors, On est arrivé à une petite heure et demie. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Oui, on t'écoute. Alors, je crois que c'est Lucie, mais je ne suis pas sûr. J'aurais une petite question après aussi. Ah, c'est Cara, pardon. On t'écoute, Cara. Oui, c'est toujours par rapport à la diction des comédiens, en fait. C'est une constatation, tout le monde sera peut-être pas d'accord. C'est que quand on regarde des films un peu plus anciens, comme par exemple les films de Funès, j'ai l'impression qu'ils articulent plus et qu'on a une grosse perte d'articulation, car maintenant, quand je vais voir un film français au cinéma, des fois, je ne comprends pas ce que le comédien dit, en fait. Du coup, je me demandais si vous aviez une explication à ça. Pourquoi maintenant, les comédiens, ils articulent peut-être un peu moins. Je ne sais pas, peut-être que les ingénieurs du son étaient meilleurs. Je pense pas que c'était par rapport à ça, honnêtement. C'est pour ça que je pose la question. Non, honnêtement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a. Alors, par rapport à De Funès, par exemple, et par rapport aux comédies de l'époque, je pense que il mettait l'accent, en tout cas en comédie, on met beaucoup l'accent sur le texte. Donc, c'est très important qu'on comprenne vraiment tout. Et je me demande si cette différence-là, elle n'est pas liée aussi à tout ce qui, enfin, au fait qu'ils utilisaient sans complexe la post-prod. Je ne pourrais pas vraiment répondre à ta question. Je suis désolé, parce qu'il y a des personnes qui ont un avis là-dessus. Moi, je veux bien dire ce que j'en pense. Allez, je C'est-à-dire que t'écoute. les comédiens, c'est une génération de comédiens différente. C'est-à-dire que De Funès, moi j'ai eu la chance de faire un film avec De Funès, avec Jean-Yann. Jean-Yann, quand il s'éloignait de la caméra et donc du micro, il parlait plus fort. C'était Oui, pas du tout, c'était pas du tout la même technique que ce qu'il y a maintenant. Alors bien sûr, l'arrivée des HF a favorisé ça, a favorisé ce changement. C'est-à-dire que maintenant, bah voilà, même si un comédien parle très faible et au fond du plan, si on veut l'entendre, on peut techniquement. Donc ça a joué. Puis il y a aussi une autre école de comédie, je pense, je ne saurais pas dire de nom, mais qui dit que si vous jouez pas fort, vous pouvez jamais être complètement mauvais. Et ça, c'est un truc qui circule parmi les comédiens. Et je suis pas sûr que ce soit complètement vrai, mais c'est peut-être pas complètement faux non plus. Et donc, du coup, voilà, il y a plein de gens qui ne jouent pas fort parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être complètement mauvais s'ils jouent pas fort. Et du coup, bah, moi, je trouve que ça, évidemment, ça les prive de toute une palette de jeux. Bon, alors, quand il faut crier, ils crient, c'est pas le problème, mais même dans le mezzo voce, disons, il y a toute une palette de jeux qu'ils font pas. Et après, je pense que ça a été rendu possible par l'évolution de la technique. Les HF, mais aussi du montage son et du montage des directs, tout ce qu'on peut faire après, quoi. Est-ce que ça Oui, répond? la formation à Jean-François, la formation à la diction en 40 ans sur la base du théâtre a quand même incroyablement évolué, indépendamment de la technologie. La formation classique sur la diction, maintenant, bah, c'est plus du tout la même chose. d'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez encore une ou deux Moi, questions? j'avais Oui. une question sur vos routines d'écoute. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous utilisez ça comme ça? Savoir si vous écoutez en mono, si vous mélangez tout, si vous switchez entre la PH, les HF et pourquoi. Je crois qu'il y a plein de façons différentes, puis ça dépend des projets. Alors, je dirais que travailler sans écouter le mixdown en mono, on ne sait pas où en sont les oppos de phase. De séparer complètement. On peut avoir des mauvaises surprises par rapport aux différences de phase. Je sais que il y a des personnes avec qui j'ai travaillé quand j'étais perchman qui travaillaient avec la perche à gauche, les HF à droite dans leur casque. Comme ça, quand il y avait un défaut, ils l'entendaient tout de suite puisqu'il n'y avait pas le rattrapage de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire si la perche était à côté, il l'entendait tout de suite. Si un HF gratté ou était pas bon, il l'entendait tout de suite aussi.
puisqu'il n'y avait pas cette compensation qu'on peut avoir en poussant un peu plus l'un ou l'autre pour obtenir un son. C'est d'ailleurs un exercice pas facile du tout d'avoir la perche à gauche et les HF à droite. Il y a des personnes qui supportent pas de faire ça, qui ne comprennent pas du tout l'intérêt, et je le comprends aussi. Moi, j'ai essayé plusieurs types de choses. J'avoue que je préfère être en mono pour ça me donne une idée globale de ce que ça peut donner et j'utilise j'utilise les HF et la perche en complément. Donc voilà, certainement d'autres façons de travailler. On ne travaille pas tous pareil par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient… Mais du coup, juste pour revenir là-dessus, t'es en pré ou en post-fader? Parce que c'est toujours l'éternel débat. C'est que qu'est-ce que tu écoutes? Moi, je fais partie de la génération qui écoute le post-fader. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réagir effectivement sur cette question d'écoute? Je vois que Stéphane Bûcher est dans la place. Ouais. Monsieur Stéphane, voulez-vous intervenir? Vous avec… Putain, merde, il faut que je me réveille alors. Ah bah non, vous n'êtes pas obligé. Comment allez-vous? J'étais là en tranquille sur mon canapé. Merde. Non, mais on a déjà travaillé ensemble. On avait déjà eu cette discussion sur l'écoute Outcou, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que… Oui, tout à fait. Et en plus, tu as conclu avec je fais partie de l'école, donc moi je te suis, c'est ça. Je fais partie de la même école. D'accord. Post-fader, écoute en mono. C'est ça. Clair, c'est évident. D'accord. Après, c'est tout à fait évident, j'ai envie de dire. Moi, je sais que j'ai déjà fait aussi sur certains projets d'écouter la perche à gauche et les HF à droite. C'est très perturbant et très gênant. Mais je l'ai fait parce que je savais que mon mix, de toute façon, allait partir directement à la poubelle, ce qui est souvent le cas de toute façon. Mais si c'est un projet type long métrage et fiction, téléfilm, etc., je vais travailler en mono, en post-fader. Totalement. Je veux Totalement. bien compléter. Ouais, juste, alors sur l'écoute, moi, certes, le mixdown part à la poubelle, mais avant, il y a quand même un paquet de gens qui l'écoutent. Donc, je trouve ça quand même pas mal de savoir ce qu'on envoie et au rush et au montage, image. Donc, du coup, moi, j'écoute mono. Après, effectivement, écouter en bipiste pour avoir cerné des problèmes, écouter un chef en solo, bien sûr, tout le monde le fait, mais dans l'ensemble, j'écoute mono quand même. Ça me permet d'avoir une idée de ce que j'enregistre et ce que j'envoie, notamment à la production, au montage image, et puis à tous les gens qui verront les rushs après quand même. Et après, le débat pré-post-fader, il y a des gens qui travaillent très bien en post-fader, d'autres très bien en pré-fader. Donc, chacun fait comme il veut. Après, on connaît les avantages et inconvénients supposés de chaque théorie. On ne va pas revenir là-dessus. De chaque pratique, pardon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais voilà, moi, je travaille pré-fader. C'est marrant, Stéphane, j'avais compris que tu travaillais pré-fader, mais peut-être je me trompe. Mais, Non, jamais. Absolument jamais. D'accord, très bien. Donc j'ai mal compris une des conférences à 4, c'est pas grave. Voilà, mais après, voilà, il y a plein de gens qui bossent pré-fader et plein d'autres post-fader. Et j'estime que c'est un faux débat. Ce qui compte, c'est ce que tu enregistres. Voilà, c'est tout. Faut pas oublier une chose, c'est que le mix down donne quand même une sacrée direction pour le réalisateur. C'est-à-dire que lorsque le réalisateur se retrouve en montage, pardon, j'en ai connu quand même pas mal qui disent non, mais après, quand il part au mix, qui disent non, mais je veux entendre ce que j'ai entendu en salle de montage. Voilà. Je veux entendre le mélange que m'a proposé telle et telle personne. Et ça donne une direction. Et ça peut, à un moment donné, aussi influer sur un choix au mix. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de notre métier, notre obligation, de ce qu'on doit faire, en tout cas, de ce qu'on doit fournir. Il me semble. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Il y a une question, on va finir avec cette question qui va avec ce qu'on était en train de dire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des soucis de phase? Est-ce qu'on dit que ça se réglera au mix ou on en fait notre affaire sur le tournage? Quand on a des soucis de phase, on essaye de voir si
si c'est des problèmes de distance entre le comédien et le comédien, le HF et le micro, dans ce cas-là, il faut faire un choix, je crois. Hein. C'est plutôt que d'avoir un son complètement étouffé, on va favoriser une source plutôt qu'une autre. Personnellement, moi, je préfère faire ça. Après, si on a une vraie opposition de phase, dans ce cas-là, c'est sur la machine, on inverse la phase. Et de toute façon, les HF sont rephasés en mix, en montage son après. Voilà, je crois qu'il faut faire un choix pour justement éviter d'avoir un son complètement étouffé et moche, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Peut-être quelqu'un avec un peu plus d'expérience au casque. Non? On va s'arrêter là. Très bien. Eh ben, écoutez, ça fait bien presque 2 heures que nous sommes tous ensemble. Je crois que donc la prochaine session prévue, la prochaine session XLR prévue est une session avec 3 filles qui sont 2. Oui, c'est la prochaine session. Sophie, vas-y, explique-nous, parce que j'ai pas bien compris. Alors, vas-y. Non, mais voilà, la prochaine session, ce sera avec Delphine Malocena et Mylène Boursereau. Et donc, ce sera vendredi prochain à 10h30, comme d'habitude. Delphine Malocena qui est ingé son. Mylène Boursereau, normalement c'est Mylène Chave, mais elle vient de se marier, donc c'est pour ça que je regarde mon téléphone avec son nom, son nouveau nom. C'est pour ça. Voilà, elles ont l'habitude de travailler ensemble, Mylène et Delphine, donc elles pourront vous parler de leur expérience en équipe, et puis voilà, ce sera une équipe féminine la prochaine fois. Voilà, on avait aussi envie de faire cette équipe féminine parce que lors de la première session XLR qui nous avait réunis nombreux, il y avait eu des questions via Google sur la parité et personne, à aucun moment, on a évoqué donc cette question depuis, je crois, les différentes sessions. Et donc, du coup, on voulait aussi qu'il y ait un peu une voix, un truc avec un peu plus de femmes qui nous expliquent aussi leur point de vue. Parce qu'il y en a de plus en plus dans nos métiers et c'est très bien. Même si Fabien fait toujours des mauvaises blagues par rapport à ça, il dit que c'est la fin de notre métier pour nous. En tout cas, voilà, par rapport à la parité, on voulait qu'il y ait une équipe 100% féminine qui participe parce que on trouve que c'est intéressant aussi d'aborder les choses de notre société. Voilà. Et les garçons, évidemment, peuvent venir écouter. Je vois cette question sur le chat, hein, c'est pour ça que je dis ça. On peut se raser et venir en étant rasé avant si les barbus ne sont pas. Comme vous voulez. D'accord. Venez comme vous voulez. Merci à tous et à bientôt. Ouais. Bon week-end. Oui, bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci.